j'ai remarqué que mes meubles n'arrêtaient pas de changer, pendant que j'étais au travail. Ensuite, des caméras cachées ont révélé que mes parents redécoraient secrètement mon appartement, pour ma sœur divorcée. Alors, la fois suivante où ils se sont introduits par effraction, je les attendais avec la police. Je suis un homme de 33 ans, et je vis dans un appartement correct avec une chambre, que je loue depuis environ 3 ans. Je travaille à temps plein comme ingénieur logiciel. Mes horaires sont assez classiques, de 9h à 17h, et je vis seul. Mes parents habitent à environ 20 minutes de chez moi. Et oui, ils ont un double des clés pour les urgences, une chose que je suis sérieusement en train de reconsidérer en ce moment. Au cours du mois dernier, j'ai remarqué des changements bizarres dans mon appartement. De petites choses, au début. Ma table basse, qui avait une finition en bois foncé, s'est transformée, je ne sais comment, en un meuble en chêne plus clair. Je l'ai fixé pendant 10 minutes un soir, intimement convaincu que je perdais la tête. J'ai appelé mon pote Kevin, pour lui demander s'il se souvenait de l'apparence de ma table basse, et il a confirmé qu'elle était définitivement plus foncée avant. Quand j'en ai parlé à ma mère lors de notre appel hebdomadaire, elle a juste ri, en disant que je confondais probablement avec les meubles de mon ancien appartement. Ensuite, mes chaises de cuisine ont commencé à changer. J'en avais en métal noir, avec des coussins gris. Rien d'extravagant, mais elles faisaient l'affaire. La semaine dernière, je suis rentré chez moi pour trouver des chaises en bois blanc, avec des coussins à fleurs. À fleurs. Je suis un homme de 33 ans, je travaille dans la tech, et je joue de la guitare pendant mon temps libre. À quel moment aurais-je bien pu choisir des coussins à motifs floraux? Les serviettes de bain ont suivi. Mes serviettes unies bleu marine ont été remplacées par un ensemble rose poudré, orné de petites bordures décoratives. Je suis resté planté dans ma salle de bain, tenant ces serviettes, en me demandant si je ne faisais pas une sorte de dépression nerveuse. Je ne me souviens pas avoir acheté des serviettes roses. Je n'en achèterai jamais, mais elles étaient là, soigneusement pliées dans mon placard à linge. Hier, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis rentré pour découvrir que tout mon salon avait été réaménagé. Mon canapé en cuir noir avait disparu, remplacé par un canapé d'angle en tissu beige, avec beaucoup trop de coussins. Mon meuble télé, qui était une unité noire et élégante, avait été échangé contre une pièce de style rustique, qui semblait tout droit sortie d'un magazine de campagne. J'ai appelé mes parents immédiatement. Mon père a fait l'étonné, et a suggéré que mon propriétaire faisait peut-être des travaux d'entretien. Ma mère, de son côté, s'est demandé si je ne faisais pas du shopping en ligne en dormant, achetant ainsi des meubles que je ne choisirais absolument jamais en temps normal. Le truc, c'est que tous ces nouveaux meubles sont beaux. Ils sont de bonne qualité, bien assortis, et de toute évidence coûteux. Mais ce n'est pas moi. C'est comme si quelqu'un transformait lentement mon appartement, pour en faire un espace destiné à une toute autre personne. Quelqu'un qui aime les couleurs douces, l'esthétique rustique, et qui a visiblement des goûts très différents des miens. J'ai vérifié mes relevés bancaires de manière obsessionnelle. Aucun achat de meubles, aucune dépense mystérieuse, rien du tout. J'ai fouillé dans mes emails, mon compte Amazon, partout. Il n'y a aucune trace prouvant que j'ai acheté tout ça. Ma petite amie, Sarah, pense que je lui fais une blague, mais je jure sur tout ce qui m'est cher que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Elle est passée hier soir, et n'arrêtait pas de demander quand j'avais refait la déco, et je suis juste resté là, comme un idiot, à essayer de lui expliquer que je n'avais rien fait. Le plus étrange, c'est que tout est toujours parfaitement rangé quand je rentre. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait juste balancé de nouveaux meubles dans mon appartement. C'est placé de manière réfléchie, et bien mis en scène. Même mes livres sont encore sur les étagères. Mes affaires personnelles sont toujours là, mais tout le reste change peu à peu. Je commence à me demander si je dois consulter un médecin. Les problèmes de mémoire sont fréquents dans ma famille, et je fais peut-être une sorte de maladie à début précoce. Mais Kevin a confirmé les changements qu'il a vus. Et Sarah remarque aussi clairement les différences. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? J'ai l'impression de vivre dans une version bizarre de Gaslight, croisée avec une émission de déco. J'envisage de changer mes serrures, mais si j'oubliais vraiment avoir acheté toutes ces affaires? Et si j'avais un grave problème de santé? Je ne sais plus quoi faire. Tout conseil serait le bienvenu. Bon sang, vous aviez raison pour les caméras. Tout d'abord, merci à tous ceux qui m'ont suggéré d'installer des caméras de sécurité, au lieu de supposer d'emblée que je faisais une dépression nerveuse.
Un grand merci à l'utilisateur qui m'a recommandé les modèles discrets, ceux qui ressemblent à des chargeurs de téléphone. Ils étaient parfaits. J'ai installé 3 caméras vendredi dernier. Une dans le salon, déguisée en chargeur de téléphone, une dans la chambre, qui ressemble à une horloge numérique, et une dans la cuisine, cachée dans ce qui semble être une petite enceinte. Je me sentais ridicule en le faisant, à moitié convaincu que j'allais me filmer en train de décorer en dormant, ou faire quelque chose de tout aussi embarrassant. Mercredi après-midi, tout a basculé. J'étais au travail, en plein débogage de code vers 14 h, quand j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application, en m'attendant à y voir mon chat, qui n'existe pas, ou peut-être un agent d'entretien que j'avais oublié. Au lieu de cela, j'ai vu mes parents entrer dans mon appartement, comme s'ils étaient chez eux. Ma mère portait ce qui ressemblait à un catalogue ou un magazine, elle pointait du doigt des objets, et parlait à mon père. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais son langage corporel signifiait clairement « ça va ici » et « ça va là ». Mon père, lui, prenait les mesures de mon étagère actuelle, avec un vrai mètre ruban. Ils ont passé 45 minutes dans mon appartement. C'était un choc total. Ils ont fouillé chaque pièce. Ma mère prenait des photos de divers objets avec son téléphone, pendant que mon père notait des choses dans un carnet. À un moment donné, ma mère s'est assise sur mon canapé, le nouveau en beige, et a étalé ce que je reconnais maintenant comme des échantillons de tissu sur la table basse. J'ai sauvegardé toutes les images, et je suis allé les confronter. Le soir même, je me suis pointé chez eux avec mon ordinateur portable, bien décidé à obtenir des réponses. La conversation qui a suivi a été surréaliste. Quand j'ai lancé la vidéo, la première réaction de ma mère n'a été ni la honte, ni la surprise. C'était de l'agacement. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre, les amis. Une fois pris sur le fait, ils n'ont même pas essayé de cacher ce qu'ils faisaient. Ma mère me l'a expliqué, comme s'il s'agissait d'une activité familiale tout à fait normale. Apparemment, ma sœur Jessica revient en ville dans 2 mois, suite à son divorce, et elle va loger chez moi un certain temps, jusqu'à ce qu'elle retombe sur ses pattes. Je répète, ma sœur va emménager avec moi. C'était une grande première pour moi. Selon mes parents, ils remplaçaient progressivement les meubles de ma garçonnière, par des affaires plus adaptées à une femme, afin de créer un environnement accueillant pour Jessica durant sa difficile transition. Ma mère a déclaré que mon canapé en cuir noir était trop masculin, et que le nouveau canapé d'angle serait bien meilleur pour nos moments de complicité fraternelle. Quand je leur ai fait remarquer que je n'avais jamais accepté que Jessica emménage, ma mère m'a regardé comme si j'avais dit une absurdité. C'est ta sœur, James. La famille s'entraide. Tu as un appartement avec une chambre, et elle a besoin d'un endroit où dormir. C'est parfait. J'ai expliqué que non, ce n'était pas parfait, car c'est mon appartement, et que je n'ai jamais accepté de le partager avec qui que ce soit. Mon père est intervenu, en balançant des statistiques sur le prix exorbitant des loyers, et sur la situation financière difficile dans laquelle l'ex-mari de Jessica l'avait laissée. Ma mère a ajouté que Jessica avait toujours admiré le potentiel de mon appartement, et qu'elle avait tellement de goût qu'elle pourrait vraiment m'aider à l'arranger. Le plus exaspérant dans tout ça, c'est qu'ils agissaient comme s'ils me rendaient service. Ma mère n'arrêtait pas de dire des choses comme « Jessica t'aidera pour les courses, tu vas adorer avoir de nouveau la famille près de toi, et ce sera exactement comme quand vous étiez enfant et partagiez une chambre. » J'ai posé la question de l'argent. Les meubles qu'ils ont échangés ne sont pas donnés. Mon père a mentionné, avec désinvolture, qu'ils investissaient dans l'avenir de Jessica, et voulaient s'assurer qu'elle ait de belles choses autour d'elle pendant sa convalescence. Ils ont apparemment dépensé des milliers d'euros pour ce projet de redécoration. Quand je leur ai dit que Jessica ne pourrait pas emménager, que je n'étais pas d'accord, et qu'ils devaient me rendre mes meubles d'origine, ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Elle a affirmé que j'étais égoïste, et que j'abandonnais la famille au moment où Jessica avait le plus besoin de soutien. Mon père, quant à lui, s'est dit déçu par ma façon de gérer la situation, ajoutant qu'un vrai homme soutiendrait sa sœur. Je suis parti sans rien résoudre, mais j'ai mis 2 choses très au clair. Jessica n'emménagera pas dans mon appartement, et ils ne devront plus jamais entrer chez moi sans permission. Je change les serrures ce week-end. Mais voici ce qui me ronge. Est-ce que quelqu'un a seulement parlé de ce plan à Jessica? Je ne lui ai pas adressé la parole depuis Noël, et à l'époque, elle m'avait dit qu'elle logeait chez une amie après son divorce. Est-elle au courant de cette opération d'échange de meubles? S'attend-elle vraiment à emménager avec moi?
J'ai prévu de l'appeler ce week-end, après avoir changé les serrures. Toute cette situation est complètement folle, mais j'ai besoin de savoir si elle est dans le coup, ou si elle est aussi ignorante que je l'étais. D'autres mises à jour suivront, j'en suis sûr. Serrure changée, limite fixée, et mes parents le vivent très mal. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai surpris mes parents dans leur complot de décoration, et je me suis dit qu'il était temps de faire une mise à jour, vu que plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour savoir comment les choses avaient évolué. D'abord, les conséquences immédiates. J'ai changé les serrures le week-end même, et je n'ai pas donné de nouvelles clés à mes parents. Cela a provoqué ce que ma mère a décrit comme la pire trahison de l'histoire de notre famille. Elle m'a appelé 17 fois le premier jour. Sans blague. Je le sais, parce que j'ai fait une capture d'écran de l'historique des appels, avant de bloquer temporairement son numéro. Mon père s'est pointé à mon appartement le mardi suivant avec un serrurier, apparemment convaincu qu'il pourrait simplement faire remettre les anciennes serrures. Le serrurier, tout à son honneur, a demandé à voir mon bail et ma pièce d'identité, avant d'intervenir. Quand mon père a été incapable de prouver qu'il vivait là, le type est parti. Mon père a ensuite passé 1 heure de plus, assis dans sa voiture devant mon immeuble, a appelé mon téléphone professionnel, et a laissé des messages vocaux de plus en plus frustrés. La question des meubles est devenue un tout autre cauchemar. Mes parents soutenaient qu'ils s'étaient débarrassés de mes pièces d'origine, puisqu'ils les remplaçaient par des articles de meilleure qualité. Je savais que c'était probablement un mensonge, mais le prouver était une autre paire de manches. J'ai fini par devoir employer la manière forte. Je leur ai dit qu'ils avaient 1 semaine pour me rendre mes meubles d'origine, sinon je déposerais plainte à la police pour vol et effraction. Et soudainement, mes vieux meubles sont réapparus. C'est drôle comme ça a marché. Ils ont tout déposé pendant que j'étais au travail, laissant l'ensemble dans le couloir devant mon appartement, comme la livraison la plus passive-agressive du monde. Ça n'a pas du tout fait rire mes voisins. Madame Chen, de l'appartement 4B, m'a laissé un mot pour me demander si je déménageais, parce qu'il y avait un canapé qui bloquait la sortie de secours. Quant à Jessica, je l'ai effectivement appelée ce week-end-là. Cette conversation mériterait son propre poste. Mais pour résumer, elle était tout aussi choquée que moi. Elle ignorait tout de cet échange de meubles, n'avait aucune idée que nos parents prévoyaient de la faire emménager chez moi, et elle était mortifiée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle logeait chez Amanda, son amie de la fac, et venait tout juste de signer un bail pour son propre appartement, à l'autre bout de la ville. Depuis, la dynamique familiale est très tendue. Mes parents sont passés par plusieurs stades, pour digérer l'échec de leur plan. D'abord, le déni. Ils continuaient d'insister sur le fait que Jessica finirait par changer d'avis, et réaliserait que mon appartement était la meilleure option. Ensuite, la colère. J'étais un ingrat, un égoïste, et je ne comprenais visiblement pas ce que signifiait le mot famille. Puis, la négociation. Peut-être que Jessica pourrait juste rester le week-end, utiliser mon appartement comme solution de secours, ou y stocker certaines de ses affaires. Quand je suis resté ferme sur toutes mes limites, ils sont passés à ce que je ne peux décrire que comme l'offensive de la culpabilité. Chaque réunion de famille est devenue une occasion de me rappeler tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi, en grandissant. Ma mère faisait des commentaires du genre « Je me souviens de l'époque où James se souciait encore de sa famille », tout en me passant le plat de pommes de terre. Mon père a commencé à raconter des histoires sur la complicité de Jessica et moi étant enfant, en insistant lourdement sur la façon dont je la protégeais. Le point de rupture est survenu au mariage de mon cousin Michael, le mois dernier. Ma mère avait apparemment dit à plusieurs membres de la famille que je traversais une phase difficile, et que je ne parlais plus à mes proches. Plusieurs oncles et tantes m'ont approché pour me demander si tout allait bien, et si j'avais besoin de soutien pour surmonter les épreuves que j'affrontais. J'ai réalisé que mes parents étaient activement en train de réécrire l'histoire, pour faire de moi le problème, au lieu de reconnaître leur transgression des limites. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire un jour. J'ai dit la vérité. Toute la vérité. À quiconque me posait la question. Les réactions ont été mitigées, mais révélatrices. Ma tante Patricia était horrifiée, et m'a avoué qu'elle avait eu des problèmes similaires avec mes parents, qui outrepassaient leurs droits avec ses enfants. Mon oncle David a rigolé, et a déclaré que cela ressemblait exactement au genre de choses que ferait ma mère. Ma grand-mère, la propre mère de ma mère, m'a pris à part pour me dire qu'elle n'était pas surprise, et que ma mère avait toujours eu des problèmes de contrôle. Mais la réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Sarah.
Elle m'a confié qu'elle s'était toujours sentie mal pour moi pendant notre enfance, car elle voyait bien à quel point mes parents nous traitaient différemment, Jessica et moi. Elle a ajouté que toute la famille l'avait remarqué, mais que personne ne disait rien, car ce n'était pas leur place de le faire. Apprendre que d'autres personnes avaient observé ce schéma pendant des années fut à la fois validant et exaspérant. Cela confirmait que je n'imaginais pas le favoritisme, mais ça m'a aussi poussé à me demander pourquoi personne n'avait jamais osé parler. Mes parents sont maintenant dans la phase où ils boudent. Ils assistent aux événements familiaux, mais m'adressent à peine la parole, au-delà des salutations de politesse. Ma mère met un point d'honneur à demander à tout le monde comment ils vont, sauf à moi. Mon père parle de sport avec les autres membres de la famille, tout en m'ignorant ostensiblement. Jessica et moi, en revanche, avons en fait commencé à nous parler davantage. Elle a été fantastique pour me soutenir, lorsque nos parents ont essayé de remettre sur le tapis la situation de l'appartement. Elle a également partagé quelques-unes de ses propres histoires, concernant leur ingérence dans sa vie, ce qui a été très révélateur. Dans mon appartement, les meubles ont retrouvé leur disposition initiale, avec en prime quelques nouvelles pièces que j'ai moi-même choisies. Mon canapé en cuir noir ne m'a jamais paru aussi beau. J'ai gardé les caméras de sécurité car la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Je ne regrette pas d'avoir tenu bon, mais je ne vais pas mentir. Ça a été émotionnellement épuisant. 33 années de dynamique familiale ne changent pas du jour au lendemain. Et parfois, je me surprends à me demander si je n'aurais pas dû simplement accepter leur plan, pour préserver la paix. Mais ensuite, je me rappelle être rentré chez moi, pour trouver mon salon complètement réaménagé sans ma permission. Et là, je sais que j'ai fait le bon choix. Les limites ne sont pas négociables, même avec la famille, et surtout avec la famille. Je n'avais pas prévu de publier une nouvelle mise à jour, mais il s'est passé quelque chose la semaine dernière, qui a complètement modifié ma compréhension de toute cette situation. Je pense que vous devez entendre ça. Jessica m'a appelé dimanche soir dernier, ce qui n'était pas inhabituel. Nous nous parlions plus régulièrement depuis l'incident des meubles, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Elle semblait fatiguée, et frustrée d'une manière qui m'a rappelé ce que j'avais ressenti, pendant ces semaines où je croyais perdre la tête. James, m'a-t-elle dit, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Elle a ensuite commencé à me parler de son nouvel appartement. Elle y vivait depuis environ 4 mois, et des choses étranges se produisaient. De petites choses, d'abord. Ses serviettes de bain remplacées par d'autres. Des ustensiles de cuisine échangés contre de meilleures versions. Ses coussins de canapé changés, pour d'autres qui s'accordaient mieux avec l'ensemble. Ça vous rappelle quelque chose? Jessica vivait exactement la même chose que moi, mais elle l'avait attribué au stress de son divorce, et pensait qu'elle avait peut-être mélangé ses affaires pendant le déménagement. Nos parents avaient une clé de chez elle pour les urgences, tout comme pour mon appartement. Mais la semaine dernière, elle est rentrée plus tôt du travail avec une migraine, et elle a surpris notre mère chez elle, en train de réorganiser son étagère et de changer les cadres photos. Maman avait toute une explication prête à l'emploi. Jessica m'a raconté que notre mère disait vouloir l'aider à créer un environnement plus positif, et que certaines de ses affaires lui rappelaient des expériences négatives, qu'elle devait désormais surmonter. La conversation qui a suivi entre Jessica et nos parents fut apparemment encore plus révélatrice que la mienne. Quand Jessica a exigé de savoir ce qui leur donnait le droit de modifier ses affaires, notre mère s'est lancée dans une explication détaillée de la façon dont elle gérait les conditions de vie de la famille depuis des années. Et c'est là que mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas un comportement nouveau. Selon notre mère, elle faisait cela depuis des années avec nous deux, et nous ne l'avions tout simplement jamais remarqué auparavant. Elle a parlé à Jessica de la fois où elle avait changé les décorations de ma chambre d'étudiant, parce qu'elles étaient trop puériles. Elle a évoqué le réaménagement de l'appartement de Jessica au début de son mariage, parce que la disposition n'était pas fluide pour recevoir des invités. Elle a même mentionné la mise à jour de nos 2 garde-robes au fil des ans, en retirant les vêtements qui ne nous mettaient pas en valeur, pour les remplacer par de meilleures options. Jessica et moi avons passé 3 heures au téléphone ce soir-là, à comparer nos expériences. Vous vous rappelez que je ne retrouvais parfois plus mes chemises ou mes vestes préférées? Vous vous souvenez que l'appartement de Jessica semblait toujours avoir des accessoires différents, chaque fois que je lui rendais visite? Nous avions tous deux attribué ces événements à un oubli normal, ou à des objets égarés. Notre mère orchestrait nos espaces de vie depuis des années, de manière si progressive et si assurée, que nous ne l'avions jamais remise en question.
L'échange de meubles chez moi n'était pas un incident isolé d'abus de pouvoir. C'est l'escalade naturelle d'un schéma, qui durait depuis notre adolescence. La seule raison pour laquelle nous l'avons remarqué cette fois-ci, c'est parce qu'elle s'était montrée trop ambitieuse, en changeant trop de choses, trop vite. James, a dit Jessica, je ne pense pas que le plan était vraiment que j'emménage avec toi. Elle y réfléchissait depuis qu'elle avait surpris maman dans son appartement, et elle avait une théorie. Nos parents avaient utilisé l'idée de l'emménagement de Jessica chez moi comme couverture pour leur véritable objectif, redécorer complètement nos 2 appartements, selon la vision de notre mère. Jessica pensait qu'ils auraient prolongé ce séjour temporaire, juste assez longtemps pour terminer les 2 logements, avant d'inventer une raison quelconque pour que Jessica retourne vivre dans son propre appartement. Cela aurait été le plan parfait. Ils auraient obtenu 2 appartements parfaitement décorés, répondant à leurs critères, et nous aurions été tellement concentrés sur cette prétendue cohabitation, que nous n'aurions jamais remis en question les changements graduels opérés dans nos espaces. Plus nous parlions, plus nous réalisions la profondeur du problème. Notre mère avait des opinions sur tout dans nos vies. Nos vêtements, nos meubles, nos choix alimentaires, et même nos amis. Et elle agissait selon ses opinions depuis des années, de manière juste assez subtile pour que nous nous adaptions, sans réaliser ce qui se passait. Jessica a pris une décision ce soir-là. Elle a appelé nos parents, pour leur annoncer qu'elle changeait également ses serrures. Elle a aussi exigé qu'ils lui rendent tout ce qu'ils avaient pris dans son appartement, et qu'ils fournissent une liste de tout ce qu'ils avaient changé au fil des ans. La réaction a été explosive. Mon père m'a appelé le lendemain matin, furieux que j'ai monté Jessica contre eux, et que je l'ai rendu paranoïaque. Maman, de son côté, a envoyé une série de SMS qui commençaient par de la confusion blessée, avant de dégénérer en accusations, affirmant que nous nous liguions contre eux, et que nous étions ingrats pour tout ce qu'ils avaient fait pour nous aider. Mais voilà la chose, Jessica et moi n'allions pas reculer cette fois-ci. Pour la première fois de notre vie, nous présentions un front uni face à la manipulation de nos parents. Nous avons décidé de les rencontrer ensemble, ce week-end. Pas pour négocier ou faire des compromis, mais pour établir clairement à quoi ressemblerait notre relation avec eux, à l'avenir. Fini les clés de nos appartements. Fini l'aide surprise pour nos conditions de vie. Fini les décisions prises sur nos vies, sans notre avis. Je sais que certains diront que nous sommes trop durs, que ce sont nos parents, qu'ils nous aiment, et qu'ils essaient juste de nous aider. Mais voici ce que j'ai appris au cours des 6 derniers mois. L'amour sans le respect n'est pas vraiment de l'amour. C'est du contrôle, dissimulé sous un plus beau masque. Lors de cet appel, Jessica a dit une chose qui m'est restée gravée dans la tête depuis, combien de nos préférences ne sont en fait pas les nôtres? Combien de nos choix ont été influencés par leurs modifications au fil des ans? J'y ai beaucoup réfléchi. En regardant mon appartement aujourd'hui, avec mes meubles d'origine, je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander à quoi d'autre j'ai bien pu m'adapter, sans même m'en rendre compte. Le plus étrange dans tout ça, c'est que Jessica et moi nous sommes rapprochés, plus que nous ne l'avions jamais été depuis notre enfance. Il s'avère que, lorsque vous ne cherchez pas à obtenir l'approbation de vos parents, ou qu'on ne vous monte pas l'un contre l'autre, les frères et sœurs peuvent réellement être des alliés. Nous abordons tous les 2 la conversation de ce week-end avec des limites claires, et des attentes communes. Nos parents peuvent choisir de respecter notre autonomie, pour entretenir une relation saine avec nous. Ou alors, ils peuvent choisir de continuer à essayer de nous contrôler, et avoir une relation très limitée avec nous. Pour la première fois de ma vie, leur réaction ne m'inquiète pas. Jessica et moi nous soutenons mutuellement, et c'est bien plus puissant que n'importe quelle tentative de culpabilisation de leur part. Je ferai une mise à jour après la discussion, mais honnêtement, je suis optimiste. Non pas parce que je pense qu'ils vont changer, chasser le naturel, il revient au galop, mais parce que Jessica et moi avons changé. Nous voyons le schéma désormais, et nous n'allons plus l'ignorer. Parfois, les meilleures relations familiales sont celles que l'on choisit de reconstruire, selon ses propres conditions. J'avais promis une mise à jour après notre réunion de famille, et même si je ne suis pas sûr que quiconque s'attendait à ce que ça se passe ainsi, je voulais partager comment tout cela s'est résolu. Jessica et moi nous sommes retrouvés dans un café avant la rencontre, pour revoir nos arguments une dernière fois. Nous avions décidé de présenter un front uni, sans laisser nos parents nous diviser, ni détourner la conversation. Nous avions chacun une liste de limites non négociables, et nous avions convenu que, s'ils ne pouvaient pas les accepter, nous limiterions tous les 2 considérablement les contacts. La réunion a eu lieu chez eux,
dans ce même salon où je les avais confrontés à propos des caméras, des mois auparavant. Maman s'était manifestement préparée pour cette conversation. Elle avait placé des mouchoirs de manière stratégique, mis les photos de famille bien en évidence, et elle avait préparé mes biscuits d'enfance préférés. La mise en scène classique de manipulation émotionnelle. Mon père a commencé par dire qu'il était heureux que nous soyons enfin tous assis, comme des adultes, pour résoudre ce malentendu. Il a utilisé le mot malentendu à 4 reprises, dans sa seule déclaration d'ouverture. Jessica est intervenue la première, ce qui m'a surpris. Elle a toujours été plus fuyante que moi face au conflit, mais quelque chose avait changé en elle, depuis qu'elle avait découvert l'ampleur de leur ingérence. Elle a calmement exposé tout ce que nous avions découvert. Les années de changements subtils, le schéma de violation des limites, et le plan coordonné d'échange de meubles. La réponse de maman a été immédiate et prévisible. Des larmes. Elle a raconté à quel point elle nous aimait, comment elle n'avait jamais voulu que notre bien, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi nous l'attaquions alors qu'elle s'inquiétait pour nous. Mais c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon père, au lieu de voler au secours de ma mère comme il le faisait d'habitude, est devenu silencieux, très silencieux. Il est resté assis, à écouter Jessica énumérer des incidents spécifiques survenus au fil des ans, et son expression ne cessait de changer. Quand Jessica a terminé, il a regardé maman et lui a demandé, « Linda, as-tu vraiment pris ce tableau dans sa chambre l'année dernière ?» Le sang-froid de maman s'est légèrement fissuré. Il n'allait avec rien d'autre dans la pièce, Richard. Il était juste posé là, et jurait avec tout le reste. Mais c'était le sien, a dit mon père lentement. Elle l'avait acheté elle-même. Ce qui a suivi fut la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue. Il s'est avéré que mon père n'était pas pleinement conscient de l'ampleur des activités de décoration de ma mère. Il savait qu'elle nous aidait parfois à ranger, ou qu'elle achetait quelques trucs pour chez nous, mais il n'avait pas réalisé le caractère systématique de la chose. Au fur et à mesure de la discussion, l'expression de mon père est passée de la confusion, à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Lorsque Jessica a mentionné les vêtements qui avaient mystérieusement disparu au fil des ans, mon père s'est tourné vers ma mère et a dit, « C'est pour ça que James a demandé où était son sweat de l'université, à Noël dernier. Tu m'avais dit qu'il l'avait perdu. » La façade a commencé à s'effondrer. Maman a essayé de maintenir que tout ce qu'elle avait fait partait d'une bonne intention, et du désir de nous voir entourés de belles choses, mais même elle semblait réaliser comment cela sonnait, une fois exposé chronologiquement. Puis, mon père a posé la question qui a tout changé, « Linda, comment te sentirais-tu si ta propre mère t'avait fait subir ça ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. La relation de ma mère avec sa propre mère était tendue depuis des années, en partie parce que grand-mère avait l'habitude de critiquer les choix de maman, et essayait toujours de réparer des choses chez elle lorsqu'elle venait lui rendre visite. C'est complètement différent, a lâché maman. Mais sa voix manquait de conviction. En quoi, a demandé mon père. En quoi est-ce différent? Jessica et moi sommes simplement restés assis là, à regarder notre père réaliser que sa femme violait systématiquement l'autonomie de leurs enfants adultes, depuis des années. C'était comme regarder quelqu'un résoudre un puzzle en temps réel. La conversation qui s'est ensuivie n'a pas été facile, mais elle a été vraie. Mon père a écouté nos limites, et les a acceptées immédiatement. Maman a mis plus de temps à s'y faire, mais lorsque mon père a commencé à nous soutenir, sa résistance a finalement cédé. Elle a fini par s'excuser. Pas les excuses théâtrales qu'elle avait tentées plus tôt, mais de vraies excuses, où elle a reconnu qu'elle avait eu tort, et que nos sentiments sur la question étaient valides. Nous avons établi de nouvelles règles. Plus de clés pour nos appartements. Interdiction d'entrer dans nos espaces de vie sans permission explicite. Interdiction de prendre ou de modifier nos affaires sans nous le demander. Et interdiction de faire des projets pour nos vies, sans nous inclure dans la prise de décision. Cela fait 2 mois que cette conversation a eu lieu, et les choses ont été différentes, meilleures, pour la plupart. Maman a encore des moments où elle commence à offrir des conseils non sollicités, sur nos choix de décoration ou nos décisions de style de vie, mais mon père est devenu très doué pour la recadrer. Linda, ils n'ont pas demandé de suggestions, est devenue sa phrase fétiche. Jessica et moi sommes restés proches tout au long de cette épreuve. Nous nous envoyons régulièrement des messages, sortons sans nos parents, et avons construit notre propre relation, séparément des dynamiques familiales. C'est bizarre d'avoir une sœur qui est réellement dans mon camp, pour la première fois de notre vie d'adulte. Le plus drôle dans tout ça, c'est que mon appartement n'a jamais semblé autant être un vrai chez moi.
J'y ai ajouté de nouvelles pièces ces derniers mois, des choses que j'ai réellement choisies, et qui reflètent véritablement mes goûts. À chaque fois que je regarde mon canapé en cuir noir, ou ma table basse en bois foncé, cela me rappelle que j'ai le contrôle sur mon propre espace. Jessica a aussi redécoré son appartement, en choisissant délibérément des choses que maman détesterait probablement. Elle a acheté cette incroyable peinture abstraite, pleine de couleurs vives et de formes étranges. Maman n'a rien dit à ce sujet, mais je l'ai surprise à la regarder avec une expression douloureuse, lors de leur dernière visite. Certains d'entre vous m'ont demandé si je pensais que nos parents allaient vraiment changer sur le long terme, et honnêtement, je ne sais pas. Maman a toujours des tendances dominatrices, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la différence aujourd'hui, c'est que Jessica et moi y veillons. Nous nous soutenons l'un l'autre, et nous n'avons pas peur de la confronter. Mon père est d'ailleurs devenu un allié inattendu dans cette histoire. Il a commencé à remarquer les comportements contrôlants de ma mère dans d'autres contextes, et il l'a redirigé en douceur. C'est comme s'il voyait enfin le schéma, qui lui avait échappé pendant des années. Avec le recul, je pense que ce complot d'échange de meubles a finalement été la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Si maman s'en était tenue à son approche progressive, nous n'aurions peut-être jamais réalisé ce qui se passait. Mais elle est devenue trop gourmande, a agi trop fort et trop vite, exposant ainsi accidentellement des années de violation des limites. La relation avec nos parents n'est pas parfaite aujourd'hui, mais elle est honnête. Nous sommes tous des adultes, qui choisissons de faire partie de la vie des uns des autres selon des termes que nous avons acceptés, plutôt que de fonctionner sous le joug d'une dynamique familiale héritée, que personne n'avait vraiment analysée. Et sincèrement, je les préfère ainsi. Quand maman m'offre des conseils de décoration aujourd'hui, elle me demande d'abord la permission. Quand mon père veut m'aider pour quelque chose, il vérifie si j'ai réellement besoin de son aide. C'est un petit changement, mais il fait toute la différence. Jessica et moi avons même parlé d'écrire un livre. Son titre ? Comment l'obsession de notre mère pour la décoration intérieure nous a accidentellement enseigné les limites. Nous ne le ferons probablement pas pour de vrai, mais ce titre nous fait beaucoup rire. Pour tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de limites familiales similaires, voici ce que j'en ai tiré. Parfois, il faut risquer de perdre la relation pour la sauver. Tenir tête à sa famille est effrayant, surtout lorsque l'on a été conditionné à éviter les conflits. Mais l'alternative, c'est-à-dire vivre toute sa vie selon les préférences de quelqu'un d'autre, est encore plus effrayante. De plus, avoir des alliés rend tout beaucoup plus facile. Si Jessica et moi avions essayé de gérer cela séparément, nos parents auraient probablement pu nous diviser, pour mieux régner. Mais le fait de présenter un front uni a rendu impossible pour eux de nous monter l'un contre l'autre. Mon appartement est enfin totalement à moi. Les caméras de sécurité ont disparu. Je n'en ai plus besoin. Mes serrures ont été changées, et le resteront. Et chaque meuble dans ce logement est une chose que j'ai choisie, une chose qui reflète qui je suis, plutôt que la personne qu'un autre voudrait que je sois. C'est une petite victoire à l'échelle d'une vie, mais elle est immense pour moi. J'ai 33 ans, et pour la première fois de mon existence, j'ai l'impression d'avoir une autonomie complète sur mon propre espace. Et mon canapé en cuir noir reste l'endroit le plus confortable au monde, pour regarder Netflix un dimanche après-midi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette aventure, et qui m'ont offert leur soutien en cours de route. Parfois, on a juste besoin que des inconnus sur Internet nous confirment que, oui, notre situation est aussi bizarre qu'on le pense, et que, non, on ne réagit pas de manière disproportionnée. La famille, c'est compliqué, mais les limites rendent tout beaucoup plus simple.